juste évoquer un peu mon parcours. Donc j'ai fait une vingtaine d'années de vélo en compétition en bon niveau amateur. Fin des années 2000, donc j'ai mis un terme à ma petite carrière et donc j'ai été embauché par le comité régional handisport en tant que conseiller technique handisport. Et donc ma mission était de développer les activités sportives au sein de la région. Et donc je me suis rapproché du Tandem Club Dijonnais où j'ai développé une école de VTT handisport, donc avec des tandems en parallèle avec une école de VTT valide. Donc le but c'était de mettre des jeunes valides en tant que pilotes sur les tandems VTT et pourquoi pas créer des vocations. Cette première année, il y a eu 4 jeunes malvoyants du Clos Chauveau qui ont participé à cette école VTT, dont un jeune qui se démarquait un peu plus que les autres, c'était Damien de Beaupuy, qui avait quand même des capacités assez extraordinaires. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien de l'orienter vraiment vers la compétition et essayer de le préparer pour des événements nationaux déjà dans un premier temps et on verra la suite. Ce petit Damien, on l'a mis au tandem et avec des pilotes, il montrait vraiment beaucoup d'envie. Et fin 2009, je me suis mis à le piloter et on a commencé à faire le circuit national en 2010 où on a remporté rapidement des courses. Avant une première sélection en 2011 en Coupe du Monde et une première victoire en Coupe du Monde où ça nous a mis vraiment sur le circuit international, qui s'est conclu par les Jeux paralympiques de Londres où on a décroché une 5e place sur le contre-la-montre. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sportive. Ça m'a mis vraiment un pied dans le monde du handisport et j'ai pu continuer à développer cette expérience à travers ma profession, donc ma profession initiale qui est éducateur sportif au sein de l'IME PEP CBFC à Dijon. Donc voilà, et donc cette expérience d'éducateur sportif adapté m'a fait me rendre compte quand même que peu importe la discipline, on arrive quand même à faire pratiquer une activité sportive à n'importe quelle personne, qu'elle soit porteuse de handicap ou non. L'idée c'est plutôt d'adapter la discipline pour pouvoir faire participer la personne à l'activité. Donc l'adaptation, elle passe par 3 vecteurs, l'adaptation matérielle, l'adaptation pédagogique et l'adaptation réglementaire. L'adaptation réglementaire, donc ça va être surtout pour les compétitions, d'adapter un règlement pour pouvoir permettre à toute personne d'accéder à l'essence même du sport proposé. Donc au niveau de l'adaptation matérielle, au niveau du paracyclisme, on distingue 4 types de vélos. Selon la déficience. Donc il y a le tandem, le handbike, le tricycle ou assimilé et le vélo ordinaire adapté. Donc le tandem, je parlais de ça dans un premier temps puisque c'est vraiment ce que je connais le mieux. Donc en compétition, c'est uniquement adapté aux personnes handicapées visuelles. Donc quand je parle handicapé visuel, c'est non-voyant et malvoyant. Là, j'ai mis en photo nos anciens collègues de l'équipe de France, John Sacomandi et Olivier Donval. Olivier Donval qui est malvoyant derrière, lui en compétition, donc il était malvoyant. Et avec un champ visuel réduit, une sensibilité à la lumière qui était compliquée. Et en fait, comme Damien qui était mon stalker, donc le stalker c'est la personne qui est derrière, il pouvait rouler seul sur un circuit sécurisé. Il pouvait faire du vélo tout seul. Par contre, en compétition, c'était vraiment pas possible puisqu'il y avait trop de paramètres à prendre en compte. Donc c'est le type même qui est concerné pour les épreuves tandem handisport. Par contre, en loisir, ça peut être décliné pour toute forme de handicap. Donc il peut y avoir des troubles sévères de l'équilibre, une hémiplégie. Et donc le tandem, par le fait qu'il soit avec un guide valide, peut permettre à la personne d'évoluer dans un premier temps et de se sentir en sécurité. Vous pouvez voir sur la photo de gauche comment est disposé un tandem. Donc on a le pilote qui est devant, qui emmène une chaîne relais
et qui est relié au pédalier du stalker qui est derrière. Et donc ça permet de voir que c'est vraiment un effort qui est commun par les deux athlètes. Et il faut vraiment une coordination et fournir un effort similaire pour pouvoir faire avancer la machine de manière optimum. Il n'y en a pas un qui force plus que l'autre, sinon ça ne tient pas. On va passer au handbike. Donc le handbike, c'est pour les personnes amputées, les personnes paraplégiques ou les personnes tétraplégiques incomplètes. Quand je parle de tétraplégie, donc c'est des personnes qui sont touchées par les 4 membres, mais incomplète, ça veut dire qu'il y a quand même une fonctionnalité partielle des bras. Sans ça, le handbike ne pourrait pas avancer. Donc les handbikes sont composés en 5 catégories, de H5 pour les personnes comme la photo de droite, les personnes qui ont toute leur capacité abdominale. Donc là, il y a un athlète qui est amputé des 2 jambes, mais par contre qui a toutes ses capacités au niveau abdominal et lombaire. Et ça se décline jusqu'à H1. H1, on va retrouver des athlètes qui sont tétraplégiques incomplets et qui ont une force partielle au niveau des bras. Donc, et autre paramètre à prendre en compte pour ces personnes-là, c'est qu'il y a des très grosses difficultés au niveau de la régulation thermique et de la sudation, des problèmes gastriques. Donc c'est vraiment des athlètes qui sont très fragiles et qui peuvent avoir des performances très variables d'un jour à l'autre. Chose qu'on ne retrouve pas pour les athlètes H5 qui sont, j'allais dire, juste amputés ou présentant juste une déficience majeure des jambes, mais sans toucher les abdominaux, sans toucher le système digestif, urinaire. Donc c'est des paramètres à prendre en compte pour ce type d'athlète. La troisième catégorie, c'est les tricyclo-assimilés. Donc, pour les personnes paralysées cérébrales, donc les paralysés cérébrales, c'est les personnes donc, qui ont une déficience au niveau du cerveau, leur permettant pas d'acquérir l'équilibre ou une coordination nécessaire à la pratique du vélo à 2 roues. Donc, comme pour les malvoyants, en fait, on a 2 catégories. On a les T1 et les T2. Les T2 sont les moins handicapés. Et certains athlètes en catégorie T2 peuvent pratiquer du vélo à 2 roues, mais par contre ça leur est impossible en compétition puisqu'il y a trop de paramètres à gérer et là le tricycle s'impose à eux pour pouvoir garder un équilibre et pouvoir évoluer en toute sécurité. Sur le plan du loisir, au-delà du tricycle, moi j'utilise particulièrement les stabilisateurs à ressort qui sont vraiment stables et qui permettent dans un premier temps de retrouver la coordination au niveau du schéma moteur du cycle de pédalage. Et disons que je m'en sers comme outil de travail pour évoluer vers une pratique à 2 roues. Mais pour des personnes ne pouvant vraiment pas reprendre l'activité à cause d'un manque d'équilibre, les stabilisateurs sont vraiment une bonne option car moins stigmatisant qu'un tricycle par exemple. Enfin, on arrive au vélo adapté. Donc là, c'est une catégorie avec des vélos ordinaires qui ont été particulièrement adaptés selon le type de handicap. Donc ça concerne les personnes amputées ou assimilées. Donc quand je parle assimilées, c'est des personnes qui ont encore leurs membres mais qui ne peuvent pas s'en servir. Ou des personnes présentant une défaillance musculaire ou articulaire des membres inférieurs ou supérieurs. Donc là, il y a 5 classifications, de C5 à C1, C5 les moins handicapés, C1 les plus handicapés. Donc là, je les ai représentés de gauche à droite, enfin on va plutôt partir de droite à gauche même, en partant de la diapositive de droite avec Sarah Storey qui est une championne paralympique en catégorie C5. Si on peut bien voir, vous regardez sa main gauche, elle a une atrophie de la main gauche. Et donc ça représente son type de handicap. Donc c'est des handicaps qui sont assez légers. Parfois même quand on regarde une course en catégorie C5, on a du mal à distinguer si la personne est vraiment handicapée. Le champion paralympique en titre qui est français, c'est Kevin Kampf. Quand on le voit comme ça, on voit pas son handicap, mais il est porteur d'un pied beau. Donc il est né avec un pied à l'envers et il a une légère atrophie au niveau du mollet. Ce qui lui réduit quand même sa puissance musculaire au niveau de sa jambe défaillante. Mais voilà, ça se voit à peine à l'œil nu.
Et ce garçon-là évoluait encore, même encore cette année, il évoluait avec la catégorie élite du circuit valide et il gagnait des courses valides en élite. Donc il a même été professionnel à l'échelle continentale. Donc c'était quand même un petit professionnel avec les valides. Donc on se rend compte du niveau des garçons dans le circuit handisport. Un peu plus à gauche, on a Sébastien Serrière. Donc c'était un coureur de la catégorie C4, donc amputé tibial. Donc voilà, c'est des personnes qui sont amputées tibiaux ou qui présentent une défaillance au niveau d'une articulation telle que la cheville. Au milieu, on a Jérôme Lambert qui est un amputé, mais lui au niveau du genou, donc c'est un peu plus haut. Alors lui, il a la particularité d'avoir évolué dans les deux catégories, en C2 et en C3. Donc ça dépendait en fait de sa prothèse. Là, avec la prothèse qui est présentée sur la photo, il a une articulation qui lui permet d'appuyer sur une pédale. Donc il était en catégorie C3. Il a pu évoluer en catégorie C2 avant cette prothèse, car il n'avait pas de système pour pouvoir appuyer sur la pédale. Et donc il était en C2 comme la photo, la deuxième à gauche. Il avait un fourreau pour caler sa jambe. Et donc là, il était en catégorie C2. Donc là, la photo, c'est Laurent Thirionnet, pareil, champion paralympique à plusieurs reprises, qui était amputé fémoral. Et là, lui, il évoluait dans le circuit C2. Et enfin, on retrouve en catégorie C1 des personnes qui sont très handicapées au niveau des membres supérieurs et des deux membres inférieurs. Donc là, on a un Espagnol qui se retrouve avec en étant manchot des deux bras, une prothèse à gauche et une orthèse à droite. Donc vous imaginez bien la difficulté pour avancer, mais malgré le tout, il arrive à faire du vélo à deux roues grâce à des adaptations matérielles qui sont assez conséquentes. Enfin, il y a une catégorie que je n'ai pas déclinée, c'est les sourds et malentendants. Alors il n'y a aucune adaptation matérielle à faire. Là, ça va surtout être une adaptation comportementale en peloton, puisque les personnes sourdes forcément n'entendent pas tous les bruits qu'il peut y avoir dans un peloton. Donc là, il y a vraiment un codage spécifique pour cette catégorie. Des règles bien spécifiques et pour éviter les chutes, parce que quand on est dans un peloton de plusieurs coureurs, le bruit est très important. Donc vous imaginez bien, si on vous prive de l'audition, la difficulté pour pouvoir évoluer groupé. Donc là, on a vu l'adaptation matérielle. Il y a aussi l'adaptation pédagogique quand on apprend ou qu'on veut réapprendre à une personne handicapée à pratiquer le vélo. Donc déjà, la première des choses, comme tout apprenant, il faut évoluer dans un cadre sécurisé et rassurant. Comprendre les troubles de l'apprenant, ça c'est la particularité. Si on ne connaît pas le handicap, si on ne comprend pas le handicap et quelque part aussi un petit peu le vécu quotidien de la personne, c'est assez compliqué de trouver des solutions pour pouvoir lui apprendre des choses. Donc ça, c'est un peu par l'expérience d'éducateur sportif adapté que je me suis sensibilisé à ça. Mais c'est aussi par le fait de vivre au quotidien avec, par exemple, Damien, qui était malvoyant. Je ne faisais pas que du tandem avec lui, j'étais au quotidien avec lui. Je l'aidais au quotidien, pour aller chercher à manger, pour se déplacer. Voilà, c'est une vie à deux et ça permet de connaître et de comprendre la personne. Et quand on apprend à des personnes handicapées, c'est vraiment important aussi de voir comment ils agissent au quotidien et comment ils vivent au quotidien. Donc adapter le matériel, on l'a vu, en fonction du handicap. On adapte aussi les consignes, car quand on a une personne déficiente intellectuelle, on ne va pas pouvoir exposer les mêmes choses qu'une personne ayant toutes ses capacités intellectuelles. Il va falloir avoir un langage plus simplifié, peut-être prendre des pictogrammes, voilà, il y a des choses à chercher pour pouvoir se faire comprendre. Adapter le matériel, pareil, selon le handicap, il n'y a aucun handicap qui est semblable à l'autre, donc il va falloir par moment bricoler quelque chose, tenter quelque chose. Mon collègue Michel ne pourra pas démentir. Voilà, on est toujours en train de bricoler et toujours en train de chercher les solutions. Alors des fois, c'est vraiment du bricolage, mais la seule chose à respecter, c'est essayer de ne pas mettre en danger la personne avec ce qu'on bricole, quoi. C'est la seule notion, garder l'intégrité physique de la personne qui apprend. Le point suivant, c'est trouver les points forts à développer pour pallier aux incapacités, donc avec un système de compensation.
Une personne donc, qui va pédaler avec une jambe, va falloir mettre tout en œuvre pour pouvoir trouver les appuis nécessaires pour optimiser la propulsion avec sa jambe valide. Une personne qui a un bras, va falloir trouver la solution pour lui permettre de garder un équilibre et essayer de trouver un point d'appui supplémentaire pour pouvoir évoluer en toute sécurité, trouver le système de freinage adapté. Donc il y a toute une recherche sur le plan matériel à effectuer. Le point suivant, c'est se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Ça, je le décline donc dans ma méthode d'apprentissage du vélo. Quand je fais des cycles d'apprentissage, il y a des objectifs à court terme. Donc l'objectif à court terme, c'est l'objectif de la séance. Qu'est-ce qu'on va chercher à développer sur la séance? L'objectif à moyen terme, c'est qu'est-ce qu'on cherche à développer sur le cycle des séances. Et l'objectif à long terme, c'est qu'est-ce qu'on va chercher au final, quel est l'objectif final après éventuellement plusieurs cycles de séances. Donc voilà, c'est bien d'avoir une trame comme ça pour éviter de s'éparpiller et d'avoir des objectifs réalisables. Et enfin, j'en parlais juste avant, ne pas hésiter à créer, tester, donc tout en respectant l'intégrité physique du pratiquant. On est jamais, voilà, quand on veut apprendre, quand on veut faire apprendre à faire du vélo, quand on veut faire apprendre une discipline, il y a des fois, on va essayer quelque chose, on va se tromper, on revient en arrière, on réessaye autre chose. C'est jamais limpide, c'est jamais. Il y a toujours des recherches à faire, des retours en arrière et des remises en cause, des remises en question, j'ai envie de dire. Donc voilà ma méthode d'apprentissage pour les personnes handicapées. Donc je fonctionne par cycle de 6 séances. Et c'est une méthode qui est basée sur le savoir rouler à vélo tel qu'on peut le proposer actuellement par le projet interministériel de l'éducation nationale et des sports. Donc ce projet est basé sur une dizaine d'heures d'apprentissage pour les enfants valides pour pouvoir acquérir une certaine autonomie dans la pratique du vélo. Donc moi, je m'appuie dessus, mais par contre, je ne prends vraiment pas en compte le volume horaire. Je ne m'adapte pas là-dessus. Je pars sur un cycle de 6 séances d'1 heure. Et en fait, je parlais d'objectifs à moyen terme. À la fin du cycle de 6 séances, je définis l'objectif à atteindre et j'essaye de me rapprocher de cet objectif-là. Et donc, selon ce que désire le pratiquant, si c'est pour circuler en autonomie sur la voie publique, la séance initiale va me permettre de juger des capacités justement de ce pratiquant et de revoir un petit peu l'objectif à long terme également. Donc plusieurs cycles possibles selon l'objectif, c'est ce que j'ai dit, et une relation étroite avec les équipes de rééducation, les familles et les encadrants. Donc à chaque fin de séance, je fais un bilan de séance et je rentre en relation directe avec les équipes de rééducation, donc les éducateurs, mais également les kinés, les ergothérapeutes et tout le staff médical qui peut collaborer avec, dans le travail de rééducation de la personne qui est concernée. Donc c'est pas un travail individuel, c'est vraiment un travail d'équipe malgré tout. Quand la personne n'est pas suivie par un établissement de rééducation, je suis en relation avec la famille, mais dans la plupart des cas, il y a toujours un suivi qui est fait. Et là, je rentre en lien direct avec les éducateurs qui transmettent également aux rééducateurs. Et si j'ai des questions au niveau de l'adaptation matérielle ou des capacités physiques, je peux rentrer en lien avec les kinés ou les ergothérapeutes qui suivent le pratiquant. Et donc l'apprenant termine donc son cycle avec une certification qui lui permet justement de connaître les conditions de pratique dans lesquelles il peut évoluer et de ne pas se mettre en danger. Voilà, moi je définis un cadre d'évolution dans lequel j'assure que le pratiquant ne se met pas en danger. S'il veut sortir de ce cadre, je ne serai pas là pour surveiller, mais voilà, il est au courant et son encadrement est au courant de ses capacités du moment. Donc c'est aussi une garantie à ce niveau-là. Le but, c'est pas de leur garantir de pouvoir faire le tour du monde. Voilà, c'est juste de pouvoir se limiter à telle sortie et de pouvoir progresser en toute sécurité.
Voilà, donc j'en ai fini avec ce diapo. Je vais vous passer des petites vidéos pour vous montrer un petit peu ce qui est proposé d'un point de vue sportif au niveau du paracyclisme. Ça va synthétiser un petit peu ce que j'ai présenté. Et également deux petites vidéos montrant un petit peu ce que je peux proposer sur l'apprentissage du vélo. Donc il y a une vidéo qui montre une jeune fille qui présentait des troubles de l'équilibre et des troubles de la coordination pour lesquels voilà, je montre un petit peu une certaine façon de faire qui peut paraître rudimentaire mais qui est assez efficace. Et la dernière vidéo, ça va être un monsieur qui a été victime d'un AVC et d'une tumeur à l'oreille interne qui pratiquait le vélo en loisir avant cet accident, avant cette maladie, et qui a eu une dizaine d'années sans pratiquer et qui a voulu réapprendre et qui a pu réapprendre grâce au cycle d'apprentissage. Donc là, la photo présente un jeune homme qui a eu un accident et qui est devenu hémiplégique. Donc lui, c'est pareil, on a eu un système d'adaptation tout simple, hein, c'est juste un petit cale-pied sur sa jambe qui est partiellement hémiplégique. Il gardait le bras en écharpe, le bras gauche en écharpe, donc là, je lui ai plutôt suggéré de prendre une double commande au niveau de la main droite, une double commande de frein. Mais par contre, j'ai travaillé surtout avec lui sur le fait de pouvoir démarrer en toute sécurité, et travailler d'un point de vue aussi pédagogique sur sa façon de pouvoir circuler. Donc ne pas circuler tout seul déjà, circuler dans de bonnes conditions. C'est un monsieur qui est épileptique, donc éviter par exemple de faire du vélo le lendemain d'une crise d'épilepsie car il était très fatigué. Donc j'ai aussi fait une séance avec son frère qui était susceptible de l'accompagner lors des séances pour lui montrer un petit peu comment l'installer sur le vélo et lui montrer un petit peu le rythme avec lequel il pouvait évoluer. Alors. Séoul 1988. Le paracyclisme entre au programme des Jeux paralympiques. Moi, l'athlète, sur la piste, sur la route, en individuel ou par équipe, j'affronte mes adversaires ou le chrono. Tactique et résistance sont mes mots. Mon matériel, spécifique à mon handicap. La couleur de mon casque, reflet de ma catégorie. En vélo de course, ma lettre de classification est le C. C comme cycle. 5 catégories. Plus le chiffre est petit, plus mon handicap est influent. Si je ne peux pas pédaler avec mes jambes, j'utilise un handbike. Ma lettre de classification est le H. 5 catégories, uniquement sur route. En manque d'équilibre, j'utilise un tricycle. Ma lettre de classification est le T. 2 catégories, uniquement sur route. Déficient visuel, j'utilise un tandem. Ma lettre de classification est le B. B comme blind. Avec mon pilote, nous conjuguons nos forces. Ce sont mes exploits. Ce sont nos exploits. Je suis, nous sommes les Paralympiens. Rendez-vous sur france-paralympique.fr. Les Paralympiens. Juste pour la petite histoire, je ne sais pas si on peut remettre, voilà, merci le diapo. Le monsieur que vous voyez là, si vous suivez un peu la Formule 1, c'est Alessandro Zanardi, donc un ancien pilote de Formule 1 qui s'est retrouvé en IndyCar après sa carrière de Formule 1 et qui a eu un grave accident d'IndyCar où il a perdu ses 2 jambes. Et donc il s'est reconverti au handbike, donc catégorie H5, et donc il s'est retrouvé plusieurs fois champion du monde et champion paralympique. Donc c'est une petite star quand même en Italie. Quand il arrive sur une course, on voit qu'il arrive sur une course, quoi. Alors. Donc là, la vidéo que je vais vous montrer, c'est donc la jeune fille que je vous ai dit qui avait des troubles de l'équilibre et donc un problème de coordination très important. Vous avez vu, elle a du mal à pédaler, à suivre un cycle de pédalage. Donc, comme on dit, on met un peu les mains dans le cambouis. Là, je l'accompagnais sur le cycle de pédalage, je lui montrais le mouvement.
Il m'est déjà arrivé, lors de certains apprentissages, de mettre les jeunes sur le dos par terre et de mimer avec eux le geste de pédalage. Des fois, ça peut paraître assez rudimentaire, mais c'est les solutions qui fonctionnent. On cherche, on tâtonne et des fois, ben, il y a le déclic qui se fait. Et donc voilà, on fonctionne un petit peu comme ça. Et donc cette jeune fille a pu, à la fin de son cycle, progresser sur une piste d'athlétisme et faire 100 mètres. Elle a pu faire 100 mètres en ligne droite. Donc voilà, c'était l'objectif de sa fin de cycle. Donc elle a pu faire 100 mètres en ligne droite. Si je la revois, on essaiera d'évoluer un petit peu pour une circulation sur un espace sécurisé. Et donc, la dernière vidéo que je vais vous montrer, c'est la personne qui a eu un AVC et une tumeur à l'oreille interne, donc pour qui les premières séances étaient vraiment très compliquées. Je pensais pas qu'on allait y arriver, donc très crispé, très craintif. Et en fait, j'ai dû le rassurer en remettant des stabilisateurs pour qu'il réapprenne un petit peu ses gestes, parce que donc je vous avais dit qu'il faisait un petit peu de vélo avant, donc il y a une mémoire cellulaire qui est là, et le fait de réapprendre justement sans s'occuper de ce souci d'équilibre, déjà il a pu reproduire le schéma corporel du cycle de pédalage. Et après, on est repassé à la recherche d'équilibre en le tenant par la selle et en le lâchant petit à petit jusqu'à ce qu'il progresse. Et donc, sa dernière séance, sa séance d'évaluation, il a pu pratiquer 2 grands tours du parc de la Colombière, soit l'équivalent de 4 km. Donc voilà, et donc là, j'ai pu le certifier qu'il pouvait évoluer en milieu sécurisé en faisant un aller-retour de 10 minutes et de revenir 10 minutes. Donc voilà, c'était son petit objectif de fin de cycle. Et voilà, il va progresser petit à petit en augmentant petit à petit la durée de ses trajets. Donc voilà, si vous avez des questions, je peux vous répondre. Oui, alors ça peut corriger. Après, voilà, ce qu'on préconise quand il y a des études posturales, c'est déjà de passer au préalable par un ostéopathe quand même pour remettre d'aplomb toutes les petites pathologies qu'il peut y avoir. Après, s'il y a des fourmis dans les mains, bien sûr qu'on va chercher la solution justement à modifier la position pour enlever ces problèmes justement de fourmillement dans les mains. C'est vrai que des fourmillements dans les mains quand on pédale sur un vélo, c'est pas normal, donc on va chercher la solution. Ça peut être le fait que vous soyez trop avancé, le guidon trop loin, ou il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est vrai que le réglage du vélo dans sa globalité peut enlever justement des petites douleurs ou des désagréments qu'on peut avoir, notamment au niveau des pieds, au niveau des mains et au niveau de la selle, des points d'appui. Donc oui, bien sûr, ça peut réduire, ouais, effectivement. Ouais. Mm. Ouais. Alors si elle a su en faire déjà, elle pourra en refaire, ça c'est sûr. Après, c'est jamais franchement évident d'apprendre à un membre de sa famille. On peut transmettre des peurs. Enfin, même moi, avec mes propres enfants, c'est pas toujours évident. Quand on apprend le savoir nager ou le savoir faire du vélo, on est moins patient. Donc peut-être passer par une personne tierce, Ouais, bah oui. Ouais. Bah après, on peut voir.
Oui, oui. Alors moi, donc, je propose justement des séances d'apprentissage de vélo pour les personnes en situation de handicap, enfants à adultes, hein, peu importe. Et donc, je suis enseignant d'activité physique adaptée au sein d'un IME. Donc, je propose ça au sein de l'IME et je décline ça aussi avec mon activité professionnelle secondaire. Donc, à Dijon. Ouais, ouais, à Dijon. Voilà, il y a le document. Donc, si vous souhaitez me contacter, écoutez, il n'y a pas de souci, mais ça peut être une solution. Et voilà, bah, de toute façon, il y a toujours une séance d'évaluation. Après, j'adapte aussi le vélo à la personne parce que des fois, on se rend compte que la personne est mal positionnée sur le vélo. Ça peut réduire aussi la confiance, ça peut réduire l'équilibre. Et j'essaye de trouver des adaptations s'il y a besoin. Peut-être qu'il y a des adaptations auxquelles. Bah, ouais. Alors attendez, je vais revenir justement sur mon diaporama. J'aurais dû l'ouvrir là. Voilà, quand on voit les stabilisateurs sur la photo de droite, c'était ce genre de stabilisateur que vous aviez. Donc après, s'ils sont bien réglés, normalement, il y a, il y a- c'est quand même assez efficace, hein. Je sais que même pour des personnes qui font 100 kilos, ça tient, il n'y a pas de souci. Mais moi, je m'en sers vraiment d'outil, mais c'est pas une fin en soi. Alors, pour l'instant, voilà, je m'en sors bien. J'ai 100% de réussite dans les apprentissages du vélo. Ça sera peut-être pas tout le temps le cas, hein. Je garantis jamais une réussite, hein. Pour le monsieur là, j'ai montré la dernière vidéo. J'étais sceptique et finalement, ça se débloque. Des fois, il y a un déclic et ça se débloque. Mais bon, votre petite fille a déjà fait, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. C'est juste une reprise de confiance. Ouais, ouais, d'accord. Mais voilà, on peut se voir et puis effectivement après, pourquoi pas. Ben voilà, eh ben, je suis là. Ouais, ouais. Ben des, bah, c'est pas forcément leur corps de métier, les kinés. Après, moi, je m'appuie sur les kinés pour justement comprendre la pathologie des patients, des clients. Mais voilà, moi, je suis éducateur sportif. Voilà, bah, c'est mieux. C'est mieux. Mais là, on se contactera et on va voir. Mais effectivement, oui, c'est mieux. Comme ça, moi, je règle le vélo, je l'adapte et après, c'est mieux, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors non, moi, je conseille plutôt la draisienne. C'est-à-dire que moi, pour les personnes qui n'ont pas d'équilibre et qui arrivent à se propulser, j'enlève les pédales dans un premier temps et je préfère faire le mode draisienne. Alors, par- pour le cas de mes deux premiers enfants, ils ont commencé avec des roulettes parce que la draisienne n'était pas encore développée. Et ils ont une quinzaine d'années, donc c'est assez récent. Et pour le dernier, j'ai fait sous forme de draisienne et bah, l'évolution est plus rapide, quoi, hein. Donc, ouais, 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 c'est plus rapide. Et bah, dès qu'on a l'équilibre après derrière, c'est facile en fait, j'ai envie de dire. Après, le mode d'apprentissage draisienne ne fonctionne pas avec tout le monde. Notamment, moi, il y a une jeune fille qui avait deux orthèses au niveau des chevilles. Qui a fait l'apprentissage du vélo avec moi. C'est une jeune fille qui a 6 ans, hein, donc elle n'était pas forcément en retard dans l'apprentissage du vélo, voilà, mais elle a fait quand même un cycle avec moi. Et j'ai pas pu faire cette pratique de la draisienne, donc je l'ai mis tout de suite avec des pédales. Et bah, j'ai adapté ma pédagogie après, puis donc à la fin des séances, elle a pu faire, j'ai pu la lâcher, elle parvient à rouler à quelques mètres, voilà. Donc elle avait d'autres problèmes, c'était des problèmes d'attention aussi, voilà, elle n'était pas forcément très concentrée sur ce qu'elle faisait, donc c'était plus compliqué finalement que les problèmes d'orthèse. Mais voilà, il y a des fois on adapte, des fois je fais de la draisienne, des fois je peux pas, ça dépend. Parce que le but de la draisienne, c'est de pouvoir se propulser. Si la personne ne peut pas se propulser avec ses pieds, enfin, ça n'a aucun sens. Donc voilà, dans le cas où la personne peut se propulser, bien sûr qu'évoluer en draisienne, c'est le mieux. Et ça, on peut mettre les enfants dès 18 mois sur une draisienne. Ouais, ouais, non mais
et ils prennent de l'assurance et derrière on met les pédales et ça va tout seul. Enfin presque. Il y a des chutes. Alors je garantis jamais qu'il n'y ait pas de chute, hein. On évite les chutes graves, mais la chute fait partie de l'apprentissage, hein. Donc voilà, c'est un point important à retenir. Alors ça, c'est en plus parce que donc je suis enseignant de PS adapté, donc on fait comme dans un collège, on essaye de faire des cycles d'apprentissage d'un ensemble de pratiques, hein, sport collectif, sport individuel, voilà, c'est comme un prof de PS en collège, sauf qu'on adapte justement aux difficultés des jeunes. Et là, c'est des séances optionnaires, on va dire. C'est du volontariat. Les jeunes qui veulent apprendre à faire du vélo, je les accueille sur des temps à côté pour apprendre les mercredis après-midi. Comme on fait l'UNSS en collège, nous on fait des activités optionnaires et les gens viennent d'eux-mêmes apprendre. Donc ça peut être moi je fais du vélo, mais on peut faire des cycles de marche nordique, on fait du canoë, on fait de la musculation, on fait tout un tas de choses. Et là c'est du volontariat, donc c'est aussi pour les emmener à faire des activités sportives de leur plein gré. Parce qu'en EPS ils sont obligés de venir. Après, voilà, quand on sort de l'IME, on n'est plus obligé de faire du sport, mais c'est quand même bien de continuer une pratique sportive et c'est ce qu'on les encourage à faire. Alors, pour l'instant, je travaille avec l'association Handisport Ressources qui peut prendre une partie. Alors, ça fonctionne avec les établissements spécialisés, donc, mais on peut le décliner. Je suis en train de chercher un peu des solutions de financement. Alors, faut voir après. Je suis vraiment en train de travailler le sujet parce que c'est la question qui est souvent remise sur le tapis. Donc, il y a des personnes pour qui le budget peut être un frein, hein, faut pas se voiler la face. Mais il y a des aides qui peuvent exister, donc je suis en train de regarder un petit peu avec tout ce qui est MDPH, conseil départemental, pourquoi pas. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses à faire, éventuellement les mutuelles. Voilà, tout ça, c'est quand même dans un but d'autonomie et d'indépendance à la mobilité. Donc il y a peut-être des choses à faire. Donc s'il y a des gens du conseil départemental qui m'écoutent, ça peut être une solution aussi de développer ce genre d'aide justement pour l'aide à la mobilité. Oui, bah puis c'est en vogue aussi sur Dijon, hein, avec les Vélodis. Bon, là, on est dans Dijon encore, j'ai envie de dire, c'est moins problématique pour les personnes en situation de handicap car il y a les transports en commun qui sont bien développés. Mais par exemple, quand je propose ça dans les ESAT comme à Nuit-Saint-Georges ou des villes un peu périphériques où là, il n'y a pas de transport en commun, où les gens se déplacent en taxi, ça peut être une solution de retrouver la mobilité en vélo. Pour la plupart, c'est des gens qui n'auront pas le permis de conduire. Donc ça peut être une solution pour pouvoir garder une mobilité. Et voilà, il y a l'autonomie dans le déplacement et aussi garder un lien social. Le vélo, ça peut permettre ça aussi. On le voit donc avec les rassemblements de cyclistes. C'est une activité où on peut retrouver les copains, aller voir les copains ou tout simplement prendre du bon temps tout seul aussi, hein. Faire du vélo tout seul, c'est aussi agréable des fois. Voilà. Voilà. Eh ben, oui, oui, nous, on travaille à l'IME PEP-CBFC, donc c'est rue des Écayennes à Dijon. Ouais. Mais bon, il y a d'autres IME qui ont des éducateurs sportifs, mais voilà, je vous remercie.